Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. Une semaine qui se termine toujours sous le signe des taxes douanières aux États-Unis. On approche du 2 avril, une date importante pour le président américain qui qualifie cette date de jour de la libération pour les États-Unis d'un point de vue des taxes, des tarifs douaniers. Plusieurs éléments cette semaine ont laissé entendre que pour l'instant Donald Trump n'était pas prêt à négocier quoi que ce soit de ce côté-là. C'est d'abord des propos de la porte-parole de la Maison Blanche en milieu de semaine qui expliquait que les taxes seraient importantes. On a également Donald Trump lui-même qui a rappelé donc effectivement cette date du 2 avril. Et puis en cette fin de semaine, c'est un journaliste des médias donc plutôt proches à la Maison Blanche, comme Fox News par exemple, un journaliste qui s'est entretenu avec des proches de Donald Trump au sein de la Maison Blanche, et ces proches confirment que Donald Trump pour l'instant n'a aucune volonté de négocier quoi que ce soit. Donc on a le sentiment qu'avant le 2 avril, qui est la date donc où normalement la totalité des taxes seront connues par zone, donc États-Unis, pardon, Europe, Chine, Inde, voilà, tous les partenaires commerciaux des États-Unis, et bien on a le sentiment que Donald Trump, sauf coup de théâtre, n'est pas prêt pour l'instant à mettre de l'eau dans son vin de ce côté-là. Et c'est un élément, pourquoi on commence ce live et ce podcast avec ça, parce que il y a des enquêtes qui sont réalisées auprès des gérants d'actifs aux États-Unis notamment, des enquêtes réalisées de manière régulière par Bank of America, et il ressort que dans les risques qui sont mentionnés par les gérants d'actifs aux États-Unis, eh bien, le principal risque est celui qui devance très largement les autres. C'est la question des taxes, des taxes douanières, de ces fameux tarifs, et c'est vraiment un risque qui supplante tous les autres. À 55%, c'est le risque perçu le plus élevé, et le risque suivant, il ressort à 19%. Vous voyez, donc il y a vraiment un écart très important, et surtout ce qui est mentionné par les gérants, c'est la question des taxes avec le risque de récession qui est associé à ce sujet. Le deuxième risque le plus important, c'est l'inflation avec la fonction de réaction de la Fed. La Fed, on va en reparler dans quelques instants, qui a tenu donc sa réunion cette semaine. Une réunion qui s'est pas trop mal passée, mais avec malgré tout quand je dis que c'est pas trop mal passé pour les marchés, mais avec pour autant des révisions assez fortes du côté de la Fed, on va en reparler. Puis le troisième risque qui est cité par les gérants d'actifs, par ordre d'importance. Donc, troisième risque, c'est le risque du Doge, ce fameux département géré par Elon Musk qui est chargé de réaliser des économies dans le budget américain sur différents postes, et avec un mode d'action qui est relativement rapide, brutal diront certains, et les gérants d'actifs considèrent que ce Doge se pose des questions en fait sur l'action menée par le Doge en termes d'impact, un impact sur l'économie, et là aussi c'est le risque de récession qui est associé. Donc voilà à peu près le sentiment chez les gérants d'actifs. Et pourquoi on parle de ça? Parce que c'est aussi donc du coup le sentiment qui règne sur les marchés. On voit que l'aversion au risque qui a accéléré ces dernières semaines vient clairement de ces questions-là, parce qu'aussi au même moment, on se rend compte que les chiffres macro américains, les publications macroéconomiques américaines depuis plusieurs semaines ne sont pas au rendez-vous, ou en tout cas sont régulièrement publiés en dessous des attentes. Mais c'est pas seulement des chiffres par rapport au consensus, c'est également des chiffres en niveau absolu. Si on prend par exemple les ventes au détail, bien les ventes au détail, elles ont connu leur plus fort repli en 3 ans. Donc il y a eu un petit rebond là il y a quelques jours de plus 0,2%, mais qui était inférieur au consensus, et le chiffre du mois précédent c'était moins 1,2%, et c'est ce moins 1,2 qui était là, qui marquait le plus fort repli depuis 2021 en variation mensuelle. On a les mêmes constats concernant les dépenses de consommation aux États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a un sujet sur la consommation, et on voit également que les consommateurs, quand ils sont interrogés par différentes études, celle de l'Université du Michigan, celle du Conference Board, eh bien, ce qui ressort dans ces deux études, c'est que l'inflation anticipée se redresse de manière importante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura un rebond de l'inflation, mais ça veut dire que le consommateur a le sentiment que ce qui est en train de se passer d'un point de vue politique peut déclencher une réaccélération des prix, notamment évidemment par la question des taxes douanières. Et du coup, on voit que le moral des consommateurs, depuis maintenant 3 mois consécutifs, se replie, et cela sur les différentes études. Et donc, euh, il y a un thème là de vigilance des marchés, de vigilance des opérateurs sur la question de la consommation aux États-Unis. Et puis c'est pas seulement un thème de vigilance, parce que certaines antennes, donc notamment une qui est l'antenne de la Fed d'Atlanta, donc l'antenne régionale de la Fed qui se trouve à Atlanta, donc qui
évalue en temps réel, en fonction des chiffres macro qui sont publiés aux États-Unis, qui évaluent la croissance du trimestre en cours, eh bien on est toujours pour l'instant, c'est déjà le cas il y a plusieurs semaines, mais c'est toujours le cas actuellement. La Fed d'Atlanta considère qu'on est parti pour une contraction de l'activité économique au premier trimestre aux États-Unis. Alors c'est un modèle qui est révisé régulièrement à chaque publication quasiment de nouvelles données économiques, mais ça fait plusieurs semaines qu'on est dans la zone des moins 2% en termes de PIB, donc une contraction à hauteur de 2%. Donc on ne parle pas encore de récession pour l'instant, hein. La récession, on rappelle, c'est 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB, et il faut en plus que le NBER aux États-Unis valide la récession sur des critères qui lui sont propres. Donc il y a encore du chemin à parcourir pour commencer à parler de récession, mais force est de constater que sur les récessions qui ont eu lieu précédemment aux États-Unis, très rares sont ceux qui ont vu la récession arriver. Donc l'idée n'est pas de dire on est sûr qu'il y aura récession ou on est absolument certain qu'il n'y aura pas de récession, mais en tout cas actuellement il y a plusieurs éléments qui vont malheureusement dans un sens qui n'est pas idéal. Les prévisions de la Fed Atlanta, ben, si on a réellement une contraction au premier trimestre, c'est quand même mal parti pour ce début d'année 2025. Donc après, ça voudra dire qu'au deuxième trimestre, il faudra espérer avoir des statistiques de meilleure nature. Les questions sur la consommation, on rappelle que la consommation, c'est 2 tiers de la croissance américaine. Donc évidemment, si le consommateur se gratte la tête par rapport à ce qu'il observe d'un point de vue politique et ce fort degré d'incertitude, si ça inquiète les consommateurs et que ça influence, comme on le voit, les comportements d'achat notamment, ça, effectivement, c'est des éléments qui inquiètent les marchés actions. Et donc c'est ça qui fait qu'on a actuellement un SP500 qui a reculé par rapport à son sommet historique il y a quelques temps, qui a reculé d'à peu près 10%. Donc on arrive dans le territoire de la contraction, de la correction pour les marchés actions US. Si on prend le SP500, c'est 10%. On rappelle les deux gros repères, hein, pour les marchés. 10%, ça signe la correction. 20%, c'est le bear market. Donc vous voyez, on est actuellement au stade de la correction sur le SP500. La question, c'est est-ce qu'on peut évoluer quelque temps entre la correction et le bear market? Est-ce qu'on peut aller plus bas en gros sur les marchés américains? Et donc, si effectivement, par rapport aux 3 risques qu'on a énoncés là, hein, perçus par les gérants d'actifs et donc qui se répercutent sur les marchés, il va falloir, pour que les indices cessent de corriger, pour que les marchés actions cessent de corriger côté États-Unis, il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle un game changer, qu'il y ait justement sur un de ces 3 thèmes, et notamment le thème qui inquiète le plus, à savoir le thème des taxes commerciales et des taxes douanières, il va falloir qu'il y ait un changement du côté de la Maison-Blanche. Tant que la Maison-Blanche persiste et appuie là où ça inquiète les marchés parce que ça crée des risques évidemment à l'échelle mondiale, pas seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les partenaires commerciaux, eh bien tant qu'il n'y a pas de changement ou d'assouplissement du ton de Trump par rapport à ces questions commerciales, et notamment s'il attend le 2 avril pour faire des annonces en grande pompe et seulement après éventuellement ouvrir la voie des négociations, ça veut dire que là on est le 21 mars, avant le 2 avril, il y a donc encore à peu près 2 semaines d'environnement dans lesquels les marchés pourraient continuer à se comporter finalement comme ils se comportent depuis quelques semaines, tant que ce thème des taxes douanières ne se réserve pas un petit peu et tant qu'il n'y a pas du nouveau un peu moins inquiétant de ce côté-là. Donc ça, c'était vraiment un des gros thèmes de cette semaine. Alors que dit la Fed par rapport à ça? La réunion de la Fed a eu lieu cette semaine. La Fed, donc, sans surprise, hein, a laissé ses taux inchangés, toujours dans une fourchette 4,25-4,50, donc ce qui reste une fourchette relativement élevée par rapport à ce qu'on a observé ces dernières années. Une fourchette de taux élevée signifie que les conditions de crédit associées à ces fourchettes de taux, et notamment les taux longs américains, le 10 ans qui est toujours au-delà de 4%, aux alentours de 4,2% actuellement, ça veut dire que les conditions de crédit consommation, conditions de crédit immobilier restent toujours plutôt restrictives, hein, par rapport à ces niveaux de politique monétaire. Et ce qui est ressorti de cette réunion de la Fed, c'est un cocktail qui est assez moyen quand même, hein, parce que ce qu'on a surveillé, c'est les fameuses projections qui sont réalisées de manière trimestrielle par la Fed, les dernières datant de décembre. On a eu donc l'actualisation de ces prévisions de la Fed, et que nous montrent rapidement ces prévisions, ces nouvelles prévisions, que la Fed a abaissé sa prévision de croissance pour 2025, donc de 2,1% à 1,7%, donc c'est quand même une révision assez sensible en l'espace de 3 mois. Et dans le même laps de temps, elle a rehaussé ses anticipations d'inflation, à la fois inflation globale et inflation sous-jacente, l'inflation PCE notamment, hein, qui est l'inflation la plus importante pour la Fed. Elle a rehaussé sa vue de l'inflation PCE par rapport au mois de décembre, tout en rehaussant aussi un petit peu ses anticipations de taux de chômage. Donc c'est quand même pas un bon cocktail, c'est plutôt quelque chose qui tendrait du côté de la stagflation. Alors on va pas dire voilà, ça y est, stagflation aux États-Unis. Encore une fois, on avance pas à pas, on regarde les différents éléments tels qu'ils se présentent, mais c'est sûr que si vous baissez vos prévisions de croissance et vous relevez vos prévisions d'inflation, oui, ça penche plutôt du côté du risque stagflation que l'inverse.
Et est-ce que c'est mal d'employer le mot stagflation? On n'y est pas encore, mais certains membres de la Fed commencent, notamment un qui est plutôt une colombe habituellement, qui s'appelle Austan Goolsbee, voilà, qui est vraiment une colombe, hein, donc partisan toujours de politique plutôt accommodante de la Réserve fédérale ou autre. Là, il s'est exprimé en cette fin de semaine et il soulève cette question-là. Alors, il ne dit pas qu'il y aura stagflation ou autre, de la même manière que pour les taxes, il ne dit pas que les taxes vont générer de l'inflation à coup sûr, mais il explique que effectivement, que si on rehausse les anticipations d'inflation et qu'on abaisse les prévisions de croissance et que c'est réellement ce qui se produit dans l'économie, c'est bien une impulsion, pour prendre ce terme, une impulsion stagflationniste. Donc il ne dit pas qu'on entre en stagflation, mais c'est une impulsion stagflationniste et par rapport à laquelle la réponse de la Fed n'est pas très simple du coup, parce qu'on ne peut pas baisser les taux s'il y a toujours de l'inflation. Est-ce que l'inflation, effectivement, liée aux taxes commerciales, c'est one shot, ça bouge que pendant 1 ou 2 mois et après plus rien à signaler? Ou est-ce qu'il y a des mesures de rétorsion qui s'appliquent pour les États qui sont visés, qui répliquent, etc. Et du coup, ça dure pendant plusieurs mois. Et là, effectivement, l'inflation peut persister et être plus importante. Donc, même les colombes de la Fed se montrent embêtés par rapport à cette situation. Et c'est ce qu'a dit Jérôme Powell aussi, hein. Il y a vraiment un degré d'incertitude qui est particulièrement élevé en ce moment. Et encore une fois, c'est ça que les marchés n'aiment pas. C'est pour ça qu'ils baissent comme ça aux États-Unis, bien plus qu'en Europe notamment. C'est qu'il y a une vraie incertitude qui règne sur l'aspect politique domestique et international. Et à la fois les marchés actions sanctionnent et les membres de la Fed montrent que par rapport à ça, eux aussi, ça affecte en quelque sorte leurs prévisions. Et la Fed, surtout, ne change pas ses anticipations de baisse de taux. Elle pense toujours à seulement 2 baisses de taux cette année. Ça n'a donc pas changé par rapport aux prévisions de décembre dernier, malgré donc la révision à la baisse des anticipations de croissance. Donc ça, c'est pas le bon cocktail pour les marchés, hein, ce genre de révision-là, même si dans les heures qui ont suivi, sachant que la Fed a annoncé qu'elle allait ralentir à partir d'avril le rythme de la réduction le rythme de réduction de son bilan. Ça, les marchés ont plutôt apprécié, mais c'était le seul petit élément sympathique de cette conférence de presse. Jérôme Powell n'a pas voulu basculer sur le thème attention à la croissance, etc. Mais il a quand même rappelé à plusieurs reprises le degré très élevé d'incertitude. Et ça, les marchés le voient très bien, les gérants d'actifs le voient très bien. Et c'est ça qui sanctionne en bourse déjà depuis quelques semaines. Et du coup, ne va toujours pas apparaître ce fameux, ce qu'on appelle le Trump put ou le Trump ou le Powell put, c'est-à-dire à quel moment on sent que soit Jérôme Powell, soit Donald Trump commencent à changer un peu de discours de manière plus radicale pour casser un peu ce sentiment négatif qui s'empare un peu des acteurs économiques. On le voit dans les enquêtes également. C'est pas que les consommateurs aux États-Unis, les entreprises aussi. On voit très bien le PMI composite américain qui depuis plusieurs mois maintenant se dégrade pour venir dans la zone des 50. C'est la zone limite contraction. Donc on voit bien que c'est ça que le marché attend. C'est à quel moment ce fameux put, cette protection, donc ce changement, ce game changer, donc, hein, sera brandi par la Fed ou par Trump. Mais actuellement, le risque perçu par le marché, il penche quand même beaucoup plus du côté, du côté politique, donc du côté de Trump et de la Maison Blanche, que du côté de la Fed. Comme si c'est pas vraiment la Fed qui avait la réponse au stress du marché. C'est plutôt Trump, et vu que c'est ce qui ressort dans les sondages aussi, hein, auprès des gérants d'actifs, que c'est les taxes qui posent problème d'un point de vue de la perception du risque, c'est donc bien un sujet Maison Blanche, un sujet politique actuellement. Donc si le marché doit changer son point de vue, si les investisseurs doivent changer leur point de vue et cesser de vendre les actions américaines, c'est à partir du moment où ils auront plus de visibilité et surtout, il faut la visibilité, mais aussi peut-être moins d'agressivité du côté des taxes commerciales et peut-être aussi, peut-être sur la question de l'ajustement budgétaire, du Doge notamment, hein, peut-être une vue un peu plus souple. Parce que il est important de rappeler que au-delà de ce qu'on peut penser d'Elon Musk et de sa façon de procéder, la question quand même des économies du côté des États-Unis, des économies budgétaires, se posait bien avant que Musk ne soit nommé à ce poste, un poste clé. On voyait très bien depuis 4 ans maintenant, 4 à 5 ans même, hein, un déficit américain qui était anormalement élevé par rapport à ce qu'on a observé pendant des décennies aux États-Unis. Alors, c'était pas seulement lié au Covid, la période Covid, ça ok, tout le monde a fait du déficit, mais ça s'est maintenu aux États-Unis de manière très importante, avec des déficits qui ont continué à tourner aux alentours de 6% dans les années qui ont suivi. Et ça, effectivement, on a bien compris que le mandat de Trump, celui-ci ne serait pas du tout proche du précédent, où là il disposait d'une marge budgétaire beaucoup plus importante, d'une inflation faible, des marchés actions qui étaient beaucoup moins chers aussi. Donc il avait toute marge de manœuvre possible en 2017, 2016-2017, au moment de son mandat précédent. Là, c'est plus du tout le cas. Et donc, il était certain que l'administration américaine devait procéder à des ajustements budgétaires. Donc l'idée n'est pas de dire il ne faut pas qu'il fasse ça d'un point de vue de l'équilibre budgétaire et aussi du coût de la dette aux États-Unis ou autre. La nécessité d'ajuster les budgets et les dépenses se fait. Simplement, ce que les marchés
eux n'aiment pas voir, c'est si c'est fait de manière peut-être trop rapide et de manière peut-être sur des segments ou autres qui peuvent présenter des risques macro. Donc tout dépend à quelle vitesse on ajuste le niveau économique ou autre. Si c'est fait en très peu de temps, si on licencie plein de gens et qu'on coupe très rapidement dans les budgets, effectivement c'est là que le risque pour l'économie apparaît et c'est la crainte qui est formulée par certains observateurs. Donc c'est moins la nécessité de réaliser des économies qui s'imposent, ça c'est une réalité, il faut faire avec, il faut composer avec, c'est plus la question de quelle manière on procède à ces économies, est-ce qu'on les lisse, est-ce qu'on y va très rapidement, etc. etc. Voilà, donc c'est ça que les marchés actuellement, c'est ça qui stresse aussi le marché, au-delà ou en plus plutôt des questions commerciales. Cette semaine également, on a donc eu des chiffres, des indices de prix, par exemple des prix à l'importation, qui ont rebondi plus fortement qu'attendu, plus 0,4%, on attendait moins 0,1% variation mensuelle. Donc ça nous ramène toujours à ces questions, si c'est les hausses de prix à l'importation qu'on a eu, alors même que le gros des taxes n'a pas encore été mis en place, effectivement, ça entretient cette question des effets des politiques commerciales sur l'inflation, au moins temporairement aux États-Unis. Donc voilà, ces chiffres ne vont pas dans le bon sens non plus pour les marchés, des rebonds de prix à l'importation, sachant que ça date en plus de février, donc je crois qu'une latence en plus importante, ça, voilà, c'est un point de vigilance, c'est un point de vigilance pour les marchés. Autre constat également, si on s'arrête un peu sur les marchés, voilà, donc depuis quelques jours, les 7 magnifiques, donc ce groupe de valeurs, les méga caps américaines, Amazon, Apple, Microsoft, ce groupe de valeurs est en bear market. C'est d'ailleurs ça qui fait aussi que les indices américains ont beaucoup plongé. C'est vraiment un effet fort lié au méga cap, de la même manière que c'est un peu l'effet miroir. Il y avait eu l'effet très haussier 2022-2024, très largement tiré par ces méga caps, pas seulement, mais quand même beaucoup par les méga caps. Et bien, quand ces méga caps, vous voyez, là, elles abandonnent quasiment 23% depuis le sommet de décembre, ça se voit évidemment sur tous les indices, sachant que ces valeurs sont présentes dans quasiment tous les indices, S&P, Nasdaq et Dow Jones. Donc je crois qu'il y a 4 ou 5 des 7 magnifiques dans le Dow Jones. Donc voilà, tous les indices ont été impactés par ça. Et la question, c'est est-ce que c'est stop ou encore, finalement, si on prend des valeurs un peu isolées, comme Amazon par exemple, Amazon, si effectivement le consommateur américain se sent un petit peu moins bien en ce moment, ça peut se voir sur les chiffres d'Amazon pendant quelques mois ou quelques trimestres aux États-Unis par exemple. Si on prend le cas des valeurs comme Apple aussi, valeurs de consommation, présence domestique importante aussi, ça peut se voir. Oui, donc voilà, on est encore sur un sujet qui est un sujet de dégonflement des 7 magnifiques, mais aussi impulsé par des craintes liées à la consommation. Consommation, alors pas forcément seulement aux États-Unis, mais en Europe aussi. Si l'Europe est frappée de plein fouet par des taxes commerciales importantes, évidemment que ça peut impacter l'activité de certaines entreprises ou autres dans certains secteurs export, et ça peut aussi avoir des répercussions sur le consommateur européen. Donc voilà, généralement c'est bénéfique pour personne ce genre de situation. C'est ce qui dit d'ailleurs par la plupart des observateurs, les guerres commerciales, généralement ça fait des dégâts de chaque côté. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, du côté par contre des éléments plus positifs, il y en a quand même, évidemment, mais même si les marchés pour l'instant sont quand même focalisés sur les questions un peu plus négatives, mais l'élément très positif pour la partie européenne, c'est évidemment le vote au niveau du Parlement allemand de ce plan de 500 milliards, plan pluriannuel d'investissement de 500 milliards, donc très très bien pour l'Allemagne évidemment, avec des répercussions très probablement positives aussi, avec du ruissellement sur les industries européennes assez globalement, et puis il y a aussi des enjeux à l'échelle européenne. L'Europe se bouge aussi, c'est pas seulement un plan allemand, il y a aussi des budgets qui sont validés à l'échelle européenne, et on sent bien voilà, que l'Europe, il y a vraiment une espèce d'électrochoc après la position de Trump par rapport à l'Ukraine, et donc ça c'est en revanche plutôt bien que l'Allemagne, qui était sans croissance depuis 2 ans maintenant, commence à faire bouger les lignes budgétaires. S'il y a bien un pays qui peut le faire, c'est l'Allemagne. Alors, les effets ne se verront pas tout de suite dans l'économie, parce que le temps que tout ceci irrigue l'économie, il faudra plusieurs mois, plusieurs trimestres avant que ça arrive, mais en revanche ça crée un sentiment évidemment. Tous les indices de confiance en Allemagne sont redressés, l'indice ZIU, IFO, etc., climat des affaires, ça se redresse, parce que voilà, un sentiment que le plus dur est passé du côté de l'Allemagne, d'un point de vue du marasme économique. Voilà ce qu'on pouvait dire. Dernier élément, toujours un peu marché, on a assisté sur les 4 dernières semaines à la plus forte rotation jamais enregistrée sur les actions américaines. Ça veut dire quoi, rotation? Ça veut dire que les flux sortants sur les actions américaines se sont retrouvés ailleurs, notamment beaucoup en Europe, et cette rotation donc a été la plus rapide jamais observée en l'espace de 4 semaines. Ça, c'est quand même à souligner à quelle vitesse finalement les asset managers ont
ont réalloué certains fonds, ont allégé d'un côté, réalloué de l'autre. Ça a aussi profité aux actions chinoises, on l'a bien vu. D'ailleurs, c'est le plus fort, la plus forte divergence de performance entre les actions, la plus forte surperformance, hein, plutôt des actions chinoises, par exemple, par rapport aux actions américaines depuis 2007 qu'on observe. Hein, plus de 20%, on est à 23-24% de surperf des marchés actions chinois depuis le début de l'année par rapport au marché actions US. Donc voilà, on observe vraiment de la rotation qui s'est faite à une vitesse grand V. Je me pose quand même la question, et je termine là-dessus la partie, cette analyse, après on voit la semaine prochaine ce qui nous attend, mais je me pose quand même la question de, et si les marchés américains devaient baisser un peu plus? Moi je pense qu'il y a des éléments pour que ça se produise. En revanche, je suis moins certain du coup que là, la surperformance continue, si les marchés américains repèrent de 5, 6 ou 7% dans les jours qui arrivent, il me semble quand même, et il semble que c'est un peu ce qu'on a vu d'ailleurs cette fin de semaine, hein, pendant 2-3 jours, là il y a eu des séances un peu moyennes en Europe et aux États-Unis, et on voit que là l'Europe n'a pas continué à grimper, vous voyez. Donc, est-ce qu'on est arrivé peut-être un petit peu au bout de cette première phase de surperf? Voilà, si les US venaient lâcher un peu plus dans les jours qui viennent, il me semble que l'Europe et la Chine pourraient rendre aussi une partie des gains parce que là, on s'installer peut-être sur un thème où le marché pourrait commencer à s'installer sur un thème un peu instabilité financière. Dans un premier temps, on fait des arbitrages opportunistes et puis après, on se dit, bon, ben, si le sentiment négatif s'installe aux États-Unis sur les marchés ou autres, ça peut aussi quand même commencer à avoir quelques répercussions en Europe et aux États-Unis. Donc, il semble que c'est un peu ce qu'on a vu, hein, ces 2-3 derniers jours. C'était moins performant côté US et côté Europe et côté Chine, pardon, par rapport à ce qu'ont fait les marchés américains. C'était un peu plus corrélé, contrairement à ce qu'on avait vu les semaines précédentes. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce récap hebdo. On termine en quelques secondes parce que nous attend la semaine prochaine. Alors lundi, c'est journée PMI et PMI flash, donc les premières estimations d'indices d'activité en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni, donc journée importante. Mardi, on aura les minutes de la Banque du Japon, on aura le climat des affaires en Allemagne, l'indice IFO donc. On aura un nouvel indicateur de confiance des consommateurs, très important à surveiller ça en ce moment, mesuré par le Conference Board, hein, ce sera mardi après-midi. Les chiffres de vente de logements neufs aux États-Unis. Mercredi, les chiffres d'inflation au Royaume-Uni. Les commandes de biens durables, attention, encore une donnée sur tout ce qui est consommation. Alors c'est pas du retail cette fois-ci, hein, c'est commandes de biens durables, mais toujours à surveiller quand même par rapport à l'activité américaine. On aura des speakers de la Fed qui s'exprimeront encore mercredi prochain. Jeudi, on aura le dernier chiffre du PIB américain pour le quatrième trimestre, hein, c'est le chiffre final. On aura également des données sur la zone euro importante, la masse monétaire et tout ce qui est crédit aux ménages, crédit aux entreprises, donc voir un peu dans quelle dynamique on se trouve. Ça va mieux quand même, hein, depuis quelques mois de ce côté-là, on a moins eu l'occasion d'en parler, mais il y a quand même des reprises. Alors, c'est pas sur des dynamiques très fortes, mais la croissance des prix aux entreprises et aux ménages, c'est quand même un petit peu redéployé ces derniers mois en zone euro, ainsi que la masse monétaire. Donc voilà, c'est quand même en parallèle, hein, de ce que fait la BCE pour détendre un peu sa politique monétaire. Donc c'est assez logique d'observer ça et c'est plutôt bon signe pour les acteurs économiques. On aura les chiffres de vente de logements en cours aux États-Unis, donc les promesses de vente, et également un chiffre important jeudi prochain, la balance commerciale, mais sur les biens, pas biens plus services, mais la balance commerciale américaine sur les biens. Ça, on a vu que ça avait généré des choses importantes d'un point de vue marché, parce que ça avait entretenu, ça va alimenter le risque de contraction de l'économie américaine. Il y a un très gros déséquilibre ces derniers mois sur la balance commerciale américaine. Elle était déjà déséquilibrée, mais ça s'est très largement accentué avec des accroissements massifs d'importation en prévision des taxes commerciales. Donc pour éviter les taxes commerciales ou devancer les taxes commerciales, certains importateurs américains ont massivement importé, ça a donc fortement déséquilibré encore plus fortement la balance commerciale, et ça effectivement ça génère des risques de contraction du PIB. Donc voilà, on aura ce chiffre jeudi, on verra ce qu'il en est du côté de cette balance commerciale, mais qui cette fois-ci sera que sur la partie des biens. Et vendredi, on aura vendredi prochain les dépenses de consommation en France. Important des chiffres d'inflation aux États-Unis, l'inflation PCE, donc à surveiller de près, et puis l'indice révisé donc, hein, de tout ce qui est l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Je m'arrête là-dessus, puis je vous rappelle également, pour ceux qui le souhaitent, nous serons à Bordeaux avec les équipes d'IG. Nous serons à Bordeaux donc mercredi soir, donc de la semaine prochaine. Donc vous pouvez vous inscrire, hein, pour ces roadshow, donc une conférence. Donc vous pouvez participer, poser des questions comme vous le souhaitez. Ce sera donc mercredi prochain. Vous pouvez vous inscrire sur le site de IG France. Et puis 15 jours plus tard, on sera à Lyon également. Donc voici les 2 prochaines dates pour nos conférences. Donc évidemment, si vous habitez la région, vous êtes les bienvenus. Conférence gratuite, mais inscription demandée pour pouvoir gérer le nombre de places. Voilà pour ce podcast. À tous un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.